Franc-parler spécial législatif 2022, c'est au tour de Christian Baptiste de s'exprimer. Christian Baptiste, maire de la commune de Sainte-Anne, comme vous le savez, et candidat dans la deuxième circonscription. Bonjour Christian Baptiste. Bonjour Thierry Fendéré, bonjour à tous les téléspectateurs. On vous sent déterminé à en découdre avec la sortante Justine Bénin. C'est limite haineux vu la tonalité de la campagne. Pourquoi ? Alors je mettrai un faux en ce qui me concerne. Je n'ai tenu aucune campagne haineuse, encore moins des propos haineux. Je suis un homme de gauche, humaniste, progressiste, solidaire et donc par conséquent je défends les valeurs et je le dis très clairement, oui, nous allons nous situer, je vais me situer à gauche de l'Assemblée nationale dans la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je serai au groupe du Parti socialiste et sans aucune discussion, et ce n'est pas négociable, nous allons nous opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Bien évidemment, nous souhaitons qu'il y ait une majorité de gauche à cette Assemblée nationale pour que nous puissions mettre en place une politique qui va dans le sens des plus démunis, les plus en difficulté, ceux qui ont été victimes des inégalités croissantes de cette politique brutale, ultralibérale et surtout verticale d'Emmanuel Macron. Voilà, et bien évidemment, nous avons développé les différentes idées, la vision que nous avons pour le pays, en tout cas, dans l'intérêt de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Donc les choses sont claires pour vous, vous ne serez pas un député Macron compatible. C'est clair, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de discussion là-dessus, mais pas du tout. Sur tous les textes, voilà, opposition systématique. Ah non, l'opposition ne sera pas systématique. Je dis que je ne vais pas siéger aux côtés d'Emmanuel Macron, en tout cas des députés représentés par Emmanuel Macron. Par contre, lorsqu'on a été élu, lorsqu'on est élu, je serai député de la nation. Et bien évidemment, c'est pour voter les lois, évidemment contrôler aussi l'action du gouvernement, participer aux commissions. Mais cependant, lorsqu'il y aura des textes qui vont dans le sens de l'intérêt général de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, bien évidemment, nous allons voter pour. Et si ce n'est pas le cas, nous allons dire non. Donc il n'y aura pas d'aplaventrisme en ce qui me concerne à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous reprochez à la sortante ? Mais tout à fait. Je crois que nous avons bien vu qu'il y a un certain nombre de décisions, la quasi-totalité des décisions qui ont été dures. Bon, évidemment, on parle de l'abattement fiscal, par exemple, en Outre-mer, ou encore cette loi sur l'obligation vaccinale, et qui fait que, surtout par rapport aux suspendus, les personnes qui ont été suspendues, et je crois que nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette position, ou même la loi qui a été votée concernant l'installation du SMO. Je crois que c'était une instrumentalisation de deux parlementaires locaux, et donc nous disons non. Et pour nous, c'était, et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que les candidats qui sont soutenus par la majorité présidentielle, notamment par le JESR, eh bien, ont déjà signé une charte pour dire qu'ils vont voter toutes les propositions qui seront faites au niveau législatif par la majorité présidentielle. Donc c'est déjà de l'aplaventrisme. C'est signé déjà. Au-delà des querelles et des joutes politiques, la Guadeloupe doit être fière de la nomination de Justine Bénin au gouvernement ? En tout cas, c'est une fierté pour elle. Et je pense que c'est très bien pour son CV. Bon, ce qui est dommage, c'est vrai que ce n'est pas pour une politique qui soit dans le sens des humanistes et des progressistes. Et en tout cas, c'est pour une politique quand même qui soit assez brutale et verticale. Mais en tout cas, évidemment, c'est une enfant de la Guadeloupe. Et donc, par conséquent, je pense que c'est tout à fait une fierté pour la Guadeloupe, mais pas pour la politique qui va dans le sens de l'intérêt des Guadeloupéens et de la Guadeloupe. Votre analyse, votre regard sur le bilan de Justine Bénin comme députée ? Mais déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a la quasi-totalité des lois qui ont été votées par la députée sortante. Et ce que je déplore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à certains moments où il fallait dire non, parce que justement, ce sont des textes qui ne vont pas dans le sens de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Et puis j'ai pris les exemples de l'eau, j'ai pris les exemples bien évidemment de l'abattement fiscal, on peut prendre aussi l'exemple du chlordécone aussi, qui n'a pas été en notre faveur. D'ailleurs, l'affaire a été classée. Ce qui est bizarre, c'est que nous avons eu des parlementaires, et notamment qui ont soutenu la politique de Macron. J'ai parlé du chlordécone, j'ai parlé de l'eau. Comment vous expliquer que ce soit Martine Panot, la députée de la France Insoumise, qui monte
sur les perchoirs de l'Assemblée nationale qui a clé plus fort qui pour monde, plus fort qui tout parlementaire guadeloupéen qui l'a. Et ça, ce n'est pas normal. Et donc nous estimons que c'est une posture d'aplaventrisme, je le répète, et ça, on ne peut pas être d'accord. Il y a effectivement beaucoup d'amendements, ce sont des statistiques, mais en réalité, la loi sur l'eau, la loi justement pour installer la structure unique. Aujourd'hui, quel avantage, ou en tout cas, est-ce que ça règle le problème? Je vous pose la question, je pose la question aux Guadeloupéens. Bien, nous avons quasiment toujours les mêmes problèmes. Est-ce que derrière ça, dans cette loi, il y a eu le dégagement, est-ce qu'on a dégagé suffisamment de fonds pour pouvoir déjà régler rapidement un certain nombre de problèmes? Eh bien, non. Donc voilà, c'est ce qui nous concerne, hein, je veux dire directement le quotidien des Guadeloupéens. Quelles seront vos priorités, Christian Baptiste, les dossiers urgents de la mandature à venir? Alors déjà, comme je l'ai dit, je veux qu'il y ait une législation, premièrement, qui soit adaptée à la Guadeloupe, à notre environnement. Évidemment, je suis un homme de gauche avec des idées humanistes et progressistes. 5 points, 5 transitions sur lesquelles nous voulons que la législation soit pointue dessus. C'est d'abord la transition environnementale, parce que nous sommes un pays, un archipel qui est très vulnérable, qui tient compte effectivement du réchauffement climatique, mais aussi du changement global. Deuxièmement, la transition démographique, parce que nous avons une population qui vieillit, mais parallèlement aussi nous avons des jeunes qui partent et qui ne reviennent pas, faire en sorte qu'il y ait une législation pour favoriser le vieillissement de cette population, mais aussi faire en sorte que nos jeunes, évidemment s'ils reviennent, c'est pour pouvoir travailler, et notamment en favorisant la formation. Par exemple, c'est très bien que nous ayons une université de plein exercice au niveau de la médecine. Ça veut dire que le médecin qui est formé en Guadeloupe a des chances de rester en Guadeloupe. Donc multiplier d'autres formations qui répondent à notre développement. Troisièmement, la transition numérique, parce que nous voulons être une Smart Iceland, évidemment, pour faire en sorte, premièrement, qu'il y ait un déploiement du haut débit sur tout le territoire, pas de zone blanche. Ensuite, qu'il y ait des équipements dans les différentes institutions, écoles, collèges, lycées, mais aussi les administrations, des équipements pour faciliter notamment la dématérialisation pour les différentes, et notamment dans l'éducation, et aussi bien évidemment la culture du numérique. La culture du numérique pour faire en sorte que de toutes les façons, nous sommes condamnés vers cette modernité, vers cette transition numérique, à avoir cette culture. Ensuite, quatrièmement, la transition économique et sociale, mettre en avant la souveraineté alimentaire, mettre en avant les agriculteurs et l'agriculture, parce qu'ils sont méprisés, ils sont oubliés, notamment dans le Nord Grand Terre, mais c'est sur toute la Guadeloupe, mais aussi la souveraineté énergétique, c'est-à-dire mettre en valeur nos produits, notamment, je parlais de la souveraineté alimentaire, l'agrotransformation, l'agrotourisme, pour ne donner que ces exemples, et enfin la transition politique. Et dans cette transition politique, évidemment, il n'y a plus trop de contestation sur le fait qu'il y ait une assemblée unique. C'est pour justement éviter l'incohérence de certaines décisions, éviter les querelles politiciennes. Je pense que tout de suite, nous devons nous mettre d'accord pour qu'il y ait une assemblée unique, bien évidemment, avec le contre-pouvoir nécessaire, mais aussi qu'il y ait cette autorité politique. Cette autorité politique, cette autonomie politique, on peut l'appeler comme on veut, la domiciliation du pouvoir, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, dans cette autorité politique locale ou cette autonomie politique locale, ce sont les décisions qui viennent d'en haut, de l'État, et qui ne sont pas parfois pertinentes. Parce que oui, c'est vrai que la Constitution permet déjà qu'il y ait un certain nombre de lois que nous pouvons légiférer, que nous pouvons expérimenter. Ça, c'est vrai dans la Constitution. Maintenant, il faut des lois organiques pour pouvoir l'adapter en fonction du projet. Mais ce n'est pas tellement la question. La question, c'est sortir d'une forme de tutelle de l'État, c'est-à-dire des décisions qui sont prises totalement en haut, sans concertation. Et c'est ça la politique de Macron. Tout est décidé vers le haut. Je vois, ça me fait rigoler. Aujourd'hui, que le président Macron dit, oui, nous allons prendre un certain nombre de décisions venant d'en bas. Et pourquoi il ne l'a pas fait pendant 5 ans? Pourquoi c'est maintenant? C'est parce que justement, on l'a bien critiqué là-dessus, mais c'est de la démagogie, parce qu'une fois, de toute façon, il est élu président démocratique, mais il n'y a pas de souci, mais nous disons, il faut qu'il y ait une majorité de gauche, mais si d'aventure, il a sa majorité, eh bien, il va revenir, chasser le naturel, ça revient au galop. Donc c'est surtout pour éviter ces décisions qui viennent d'en haut.
des décisions qui doivent venir d'en bas avec les acteurs sur le terrain et notamment légiférer dans certains domaines, notamment la santé, même aussi dans l'éducation, dans la formation, et faire en sorte que justement que ceux qui sont les plus en difficulté, les plus démunis puissent être accompagnés. Très bien. Maire de Sainte-Anne, vous venez tout juste de sortir votre commune du rouge. Cela reste néanmoins fragile. Le choix de celui ou de celle qui vous succédera en tant que maire, si vous êtes élu, est déjà fait? Alors, j'ai été élu, je veux vous répondre. Nous avons été élus en 2014. J'ai choisi une équipe. Et j'ai choisi des responsabilités d'adjoints. Et nous avons renforcé cette équipe en 2020 car la population de Sainte-Anne nous a renouvelé cette confiance. Et contrairement à entre 2014 et 2020, chaque élu a une délégation, c'est-à-dire que chaque élu, en dehors des adjoints, chaque élu a un dossier sur lequel il a un objectif à atteindre, avec une évaluation. Et bien évidemment, j'ai une première adjointe au maire qui s'appelle Lydia Farouk-Kouyol, qui déjà fonctionne de toutes les façons, qui est au fait de tous les dossiers, qui fait la synthèse de tous ces dossiers-là, quand moi en tant que maire je ne suis pas là. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui fonctionne déjà. Bien évidemment, je prendrai les décisions qui s'imposent. Après l'élection, l'élection n'est jamais gagnée d'avance, donc on ne peut pas prendre une décision alors qu'on n'est pas encore élu, bien que je suis très confiant, je fais confiance à cette population. Pour être élu député, mais je prendrai les décisions qui s'imposent, mais je veux dire que j'ai une équipe. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire et rassurer les Sainte-Annais et les Sainte-Annaises, parce que beaucoup disent, mais oui, en veut garder mes moins, parce que j'ai cultivé, ma force, c'est la proximité. On veut que je sois plus proche encore et que je reste au niveau de la population. Donc je voulais rassurer qu'il n'y aura pas de chirage, il n'y aura pas de divergence au sein de l'équipe, il y aura une équipe homogène, d'une part. Et d'autre part, je voudrais dire aussi, parce que même parfois certains candidats ignorent ou se trompent, il y a une loi sur le cumul des mandats. Quand je serai député, grâce évidemment à cette population, eh bien, je ne peux pas cumuler la fonction de maire et la fonction de député. Donc on l'a dit, ce sera ça. Mais il y a aussi le cumul des mandats, je suis conseiller départemental aussi. Donc il y aura un problème de cumul de mandats. Donc je vais démissionner en tant que conseiller départemental. Et c'est Éric Latchoumané, qui est mon remplaçant, aussi un de mes élus, qui deviendra conseiller départemental. Et c'est ça l'esprit de la loi, c'est justement éviter les incompatibilités, telles que être maire et être parlementaire, et aussi le cumul des mandats qui fait que justement il y aura de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, une nouvelle génération. Et cela veut dire aussi qu'en prenant cette décision d'aller aux élections législatives, c'est mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi, c'est aussi la décision de dire aussi que je laisse la place aux autres. Et ça aussi en politique, il faut savoir laisser la place aux autres. Bon, et donc pour ce faire, j'ai le sentiment d'avoir rempli et accompli toutes les missions qui m'ont été accordées. Je rappelle, je suis un homme d'expérience. À la région, j'ai assumé des responsabilités. À la CAL, j'ai assumé des responsabilités. Évidemment, vous l'avez dit, j'ai redressé une commune, donc je n'ai pas de casserole. Je n'ai pas de casserole derrière moi. Donc, j'ai décidé de porter mon expérience et mes compétences, bien sûr, au niveau national. Et je tiens à préciser que je reste conseiller municipal. Donc, je serai dans l'équipe pour pouvoir continuer à être le leader de cette équipe lorsqu'on est leader de mouvement pour pouvoir guider non seulement l'équipe municipale, mais aussi pour pouvoir apporter toujours l'éclairage nécessaire à mes compatriotes, que ce soit de Sainte-Anne, que je n'abandonne pas, de la deuxième circonscription de la Guadeloupe, donc je n'abandonne pas Sainte-Anne. Il vous revient à présent de conclure et de vous adresser aux électeurs de votre circonscription. Je voudrais vous dire que c'est un homme qui n'a pas de casserole qui vient devant vous. J'ai occupé des responsabilités et ces responsabilités, je les ai accomplies. Je suis un homme de gauche, comme je l'ai dit, et donc je vais siéger très clairement à gauche au groupe PS de l'Assemblée nationale. Donc, vous n'avez pas de choix. Le seul choix que vous avez, c'est de voter la force du nous. Nous ensemble, nous plus forts, c'est sûr. C'est de voter Christian Baptiste et Natacha Gordon. Car nous n'allons pas vous abandonner. Nous allons rester dans la proximité. J'ai demandé à l'ensemble des comités de soutien de rester mobilisés, car une fois élus, grâce à votre souveraineté populaire, je viendrai rendre compte, mais aussi lorsqu'il y aura des décisions à prendre au niveau national et qui impactent la Guadeloupe et les Guadeloupéens,
je n'hésiterai pas systématiquement à vous rencontrer, à vous concerter. C'est pour langue monter ou clé à l'Assemblée nationale. On ne va pas entendre la voix de Christian Baptiste, mais la voix de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Allez voter la force du nous pour Christian Baptiste et Natacha Gordon. Merci à vous, Christian Baptiste, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis sur Éclair TV.